Et alors, on a le plaisir de recevoir Patricia Janaudy, que nous avions reçue en 2014 pour Zone Frère. Je dois dire, Patricia, que nous avons réagi très très vite, en tout cas à partir du moment où nous avons pris connaissance de ton livre. Et j'ai presque envie de dire qu'on a dit qu'on voulait t'inviter presque avant de le lire. Nous sommes donc parmi ces lecteurs que tu cites, parce qu'il y a toute une partie du livre de Patricia qui, au départ, parle des lecteurs et de toutes ces présentations, ces invitations des auteurs, des autrices, en l'occurrence, à des présentations de livres. Alors, elle est assez vive et elle dit des choses assez fortes sur ce que c'est. Elle dit notamment, mais on parlait à une époque, enfin, on parle de manger le livre, mais là, est-ce qu'on se substante du corps, de la présence de l'auteur, et qu'est-ce qu'on cherche là? Enfin, elle interroge beaucoup toutes ces positions, lecteur, auteur, et elle dit bien sûr des choses tout à fait passionnantes sur l'écriture dans laquelle elle est tout à fait plongée elle-même. Mais ce que je voulais dire à Patricia surtout, c'est que son livre vraiment contraste énormément avec la production des livres, l'ordinaire de nos lectures. Enfin, quand je dis ordinaire, je veux dire habituel. C'est un livre et par sa forme et par le fond qui contraste. Par la forme déjà, qui est très écrite, c'est une très belle écriture extrêmement sensible, extrêmement profonde. Et j'ai découvert d'ailleurs tout récemment que tu étais quand même non seulement psychiatre, psychanalyste, tu étais philosophe et écrivain. Tu es bien noté comme ça. Et effectivement, il me semble que tu as écrit un roman. Voilà, donc c'est quelque chose dans l'écriture de ton livre qui nous a vraiment saisis par la finesse de ton écriture, je ne peux pas dire autrement. Alors, sur le fond aussi, le livre de Patricia Janaudy, c'est à la fin de son livre, au fond, qu'elle déclare vraiment les choses au sens de ce qui, quand même, la conduit aussi d'interroger aujourd'hui la psychiatrie, enfin, se désoler de ce qui est devenu la clinique. Et elle dit même que peut-être la clinique s'est terminée, n'existe plus. Et d'une certaine manière, elle est à la recherche d'une forme plus juste, plus exacte témoigner de la clinique. Alors, je voulais te dire que vraiment, Zone Frère, on a reçu, ça fait presque 30 ans qu'on reçoit des auteurs ou des autrices. Bien sûr, chaque livre nous laisse des traces, mais il y a quelque chose que Zone Frère nous a déposé qui a fait qu'on a tout de suite réagi. Et, et je me disais qu'au fond, et c'est des choses que tu dis toi très bien aussi, qu'au fond d'une rencontre, je ne sais pas si c'est tellement du contenu de ce que tu as dit que j'ai gardé le souvenir, mais comme tu dis aussi, quelque chose de ta présence, de ton intonation, de ta façon d'intervenir, a laissé quelque chose qui a fait qu'on ça s'est tout de suite réveillé. Alors, ça s'est d'autant plus réveillé, et je peux le dire, j'allais dire qu'on est entre nous, et le nous aussi, tu l'interroges vraiment très vivement. Qu'est-ce que c'est ce nous, et justement entre collègues? Il se trouve que hier soir, j'étais assez embarrassée et de notre rencontre. Alors, je ne dirais pas que j'ai été choquée, comme tu dis dans ton livre. Tu fais bien entendre que chaque rencontre, parce que c'est un livre sur la rencontre au fond, que ça soit en cure ou avec des collègues, et tu essayes bien sûr d'approcher la rencontre dans ce que ça a de plus sensible. Et hier soir, je ne sais pas, j'étais un peu embarrassée ou pas très bien. Et j'ai fini par laisser ton livre en me disant, bon, je ne vais pas manger le livre, je ne vais pas me jeter encore sur le livre. Et il se trouve que j'ai été réveillée dans la nuit par un rêve ou un cauchemar où j'étais avec une amie que j'ai accompagnée pendant un séjour psychiatrique, et j'avais été désignée comme la seule personne qui pouvait la voir,
puisqu'ils avaient décidé que pendant le traitement, il ne fallait pas que sa famille vienne. Et donc j'ai rêvé que j'étais avec cette amie, qui était une très très chère amie, zone sœur, je dirais, et nous devions venir à ta présentation, qui se passait dans un lieu pas du tout comme ici. C'était un grand hôtel en bord de mer. Et c'était très bien. Mais bon, c'était quand même un cauchemar. Mais il se trouve que on était dans un hôtel et le matin, on devait se préparer. Et cette amie, obsessionnellement, rangeait sa valise et on prenait du retard et on n'allait pas arriver. Et en plus de ça, moi, j'étais perdue dans le trajet. Donc je ne trouvais pas un guide, je ne savais pas comment j'allais me déplacer. Le mot de déplacement est encore extrêmement présent, bien sûr, c'est une clinique du déplacement dont tu parles. Donc on était perdus et en fait, ça a été une rencontre ratée avec toi dans mon rêve, puisque nous n'y sommes pas parvenus. Mais j'ai été très, très soulagée le matin, je n'ai plus relu ton livre, j'étais dégagée de ça et j'ai senti à quel point ce cauchemar, c'était quand même plutôt rêve-cauchemar, m'avait soulagée et je me suis dit qu'il y a eu un effet de la lecture de ton livre. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, il y a certains livres qui s'infiltrent, qui vous traversent et ça produit des effets, soit avec les patients, soit effectivement de rêve. Et moi, je ne rêve pas beaucoup, je devais m'appeler Rêve en turc, je ne sais pas si c'est pour ça. Je ne suis pas une grande rêveuse pour une psychanalyste, c'est pas bien, mais bon, hein? Que tu saches. Que je sache, oui, oui, bien sûr, que je sache. Et donc, j'ai été saisie par le fait qu'effectivement, il y a quelque chose dans ton livre et dans ton trajet, parce que je voulais dire aussi que certainement que ton premier livre a ouvert un trajet qu'on a eu envie de poursuivre. Parce qu'effectivement, on sent bien, comme tu le dis d'ailleurs, c'est jamais terminé. Il y a quelque chose qui va se prolonger. Là, tu ne mets pas un point. Ça ne se clôt pas d'une certaine manière. Et donc, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, il y a une chose essentielle, c'est que dans ces deux livres, aussi bien dans Zone Frère que dans celui-là, donc Chers collègues inconnus, il y a du déplacement géographique, puisque dans l'un, tu étais en Mauritanie et là, tu es en Colombie. Et chez toi, le désastre individuel ou singulier rencontre toujours le désastre collectif, parce que dans ces deux lieux, il y a du désastre, il y a de la guerre, il y a de l'assassinat, il y a de la mort. Et ça, c'est très présent dans ce que tu dis, combien le collectif est là présent. Et il se trouve que tu es confronté là à une invitation par un collectif. Et bien sûr, tout le long de ton livre, alors déjà ce qu'on peut dire, en quoi ça contraste tout à fait avec les autres livres qu'on lit, c'est un livre dans lequel on ne trouve pas du tout les concepts théoriques qu'on a l'habitude de trouver. Il y a la question du trauma qui est là présent, bien sûr, qui est tout le long du livre, traverse tout le livre, hein, et avec, bien sûr, toujours elle rappelle, Patricia rappelle des fragments de son histoire personnelle qui traverse aussi ce livre. Elle raconte tout à fait, vous le lirez, je n'ai peut-être pas envie d'insister forcément là-dessus, comment est parti au fond ce travail qu'elle voulait faire sur un frère, une biographie qui ne pouvait pas s'écrire, et comment ça a progressivement pu prendre forme quand elle a écrit ce livre dans la rencontre d'autres, si j'ai bien compris, dans la relation aux autres, quelque chose d'une écriture a pu se faire un peu peut-être à distance. Alors, il y a une chose aussi qui est très très présente dans ce livre, qu'elle fait entendre, c'est la question de la voix de l'écriture. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il me semble que les livres qui nous retiennent, c'est vraiment des livres
on entend la voix de l'auteur. Sinon, c'est plat. Et ça, tu le soutiens tout le long de ton livre et tu le renvoies à la langue de l'enfance d'une certaine manière, qui passerait dans cette voie de l'écriture. Enfin, je l'ai entendu comme ça, peut-être que ce n'est pas tout à fait ça. Et l'enfance est bien sûr très présente. Et ce qui est aussi très sensible, c'est que ces rencontres, en fait, Patricia Janodi est très aimable dans ce livre, mais en même temps, elle est d'une extrême exigence, parce que les rencontres, ça ne se passe pas comme ça, quoi. Elle les conduit de la manière dont elle pense qu'une rencontre sera réellement possible, c'est-à-dire une rencontre sensible. Parce que quand tu parles du nous, c'est quoi ce nous dont on parle? Où est-ce qu'on se touche, quoi? On se touche, où est-ce qu'il y a quelque chose qui passe vraiment des uns vers les autres? Et ça, tu es très exigeante et tu les conduis d'une façon assez forte jusqu'à ce que les choses se passent plus ou moins comme tu veux. Jusqu'à un moment où non, ça ne va pas tout à fait comme tu veux. En fait, si vous voulez, ces rencontres qu'organise, où elle est invitée, se font par des tours. C'est jamais une rencontre. C'est une rencontre qui va renvoyer à une autre rencontre, peut-être à une écriture, mais il y a un moment fatal dans le livre, si on peut dire. C'est un moment fatal où justement son projet échoue d'une certaine manière, puisqu'on comme je veux marche pas. Il marche pas tout à fait comme tu veux. Et il échoue parce que finalement, on lui demande quelque chose de formel, d'écrire, si j'ai bien compris, un résumé de ce qui avait été dit, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que ce qu'on t'a demandé était beaucoup trop formel par rapport à la rencontre que toi tu souhaites et les rebonds que tu cherches. Il y a quelque chose du rebond que tu souhaites, et là, c'était pas ça. Bon, mais il y a une suite. C'est un livre, il faut dire que c'est un objet littéraire. Oui, je peux le dire au début. Le livre de Patricia est un objet littéraire. Ça peut se lire aussi comme un roman, mais un roman, disons, qui a à voir avec la clinique. Mais ça tient aussi de la fiction. C'est pour ça que c'est un statut quand même très particulier, je dirais. Alors peut-être que tu nous diras qu'est-ce qui t'a heurté à un moment donné, là, qui a fait que tu n'étais pas contente et que on t'a demandé au fond justement ce que tu ne voulais pas faire. Alors, je vais vite passer la parole, si elle veut bien, à vous et à Patricia, bien sûr. Mais oui, il y a quand même des signifiants qui marquent dans le travail de Patricia. Celle de Zone. Zone est très, très, très présent. Et effectivement, c'est quelque chose d'original et de compliqué à saisir aussi. Mais ça trace quelque chose, cette zone, qu'est-ce que c'est? Il y a la clinique, parce que tu cites très peu finalement, psychanalyste, il ne dit pas tellement. C'est vraiment clinique et déplacement. Ce sont trois signifiants extrêmement présents dans ce travail. Au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui viendront. J'ai pas envie directement de questionner, comme on dit. Le livre de Patricia donne envie, comme elle, un peu de circuler, d'errer, de faire d'avoir peut-être des réflexions, des choses. Voilà. J'aimerais que ça se passe pas forcément de façon aussi trop interrogative. Parce que, comme tu dis aussi, une fois qu'on a écrit un livre, parce que vraiment on a envie d'être interrogé, ou je ne sais pas. Voilà. Alors, je te passe la parole, ou quelqu'un a envie tout de suite de rebondir. Ah, je voulais quand même ajouter, peut-être que il n'y a pas de théorie au sens du concept, hein. Mais il y a vraiment la question du trauma
que Patricia travaille tout au long et de façon très intéressante. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui travaillent notamment, par exemple, autour de ce livre aussi. Il va y avoir un colloque. La question du trauma, bien sûr, centrale, et ça tient aussi peut-être à notre actualité en ce moment. Mais tu dis des choses très délicates et très fines sur la construction du trauma, comment un trauma, ça s'attrape pas comme ça, comment il faut construire pour que quelque chose soit possible. Alors, il y a Françoise et Monique, je crois, ont lu le livre que tu cites à la fin d'Abel. Hector Abad, voilà, qui. En espagnol. Monique, c'est toi qui l'as lu, je crois, oui. Qui est en espagnol. Oui. Alors oui, autre chose aussi qui est très particulier dans les déplacements de Patricia, c'est qu'elle se frotte à d'autres langues. Et là, bien sûr, c'est l'espagnol. Apparemment, elle a des bribes, elle connaît un peu l'espagnol, mais on voit bien ce qu'elle cherche à toucher aussi à travers cette question d'autres langues. De l'entre-deux. D'ailleurs, là, chacun des chapitres prend l'entre-deux et la question de la voix qui, pour moi, était centrale aussi dans ton livre. Merci beaucoup, Delia. Et merci à vous tous. En fait, je suis très contente de revenir. Parce que revenir, c'est pas pareil que venir. Oui. Parler d'un livre. Donc ça, et c'est la première présentation de Zone 3. Il va y en avoir d'autres. Oui. Mais c'est la première fois que je reviens présenter. Donc dans cette... ce qui fait un bout d'histoire commune, du coup. Entre de ce qui s'écrit, de ce qui se lit... de ce qui fait livre, de ce qui ne peut pas faire livre. Enfin, donc, voilà, je suis très contente de, nous aussi, on est très contents. De cette deuxième fois, du coup. Bon, je ne vais pas chercher... Alors, je suis aussi très touchée du cadeau du rêve. Et c'est vrai qu'on... Enfin, c'est pas toujours que d'être en charge de parler d'un livre, parce qu'il y a ça aussi dans la présentation, qui n'est pas touché dans Zone 3. Enfin, je l'appelle volontiers Zone 3 en résumé, chers collègues inconnus, dans Zone 3. Il y a aussi la position de qui présente, enfin, qui n'est pas touché dans le bouquin. Et qui, ça fait aussi... voilà. Excusez-moi, vous voulez parler un petit peu? Ah oui, bien sûr. Puis peut-être il faut que je parle un peu plus. Non, c'est pas des micros qui enregistrent. Non, oui, c'est un enregistreur. C'est un enregistreur. Oui, c'est aussi pour ça. Je me confie au micro tranquillement, mais en fait, ça n'est pas un micro. C'est pas un haut-parleur. Voilà. De même que ce livre est adossé à des non-livres. Oui, ça c'est vrai. Et il y a en quelque sorte, enfin, ça s'est écrit comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix préalable en me disant je vais construire un livre de telle et telle manière, mais il y a d'une certaine manière deux livres dans ce livre-là. Enfin, il y a un récit, savoir, il y a un voyage clinique en Amérique centrale, et ce qui s'ensuit. On va dire comme aventure clinique et comme aventure du collectif. Les aventures du collectif, c'est un versant et l'autre. Ça peut être formidable d'invention et logiquement explosif. On en a tous eu un peu l'expérience quand même. Explosif le moment suivant. Donc ça, c'est le récit plus ou moins linéaire, on va dire. Et puis, ça s'est écrit en même temps sur un autre rythme, à savoir celui de l'adresse possible-impossible.
et ça ne cesse de se rejouer autrement d'une fois sur l'autre, hein, d'un moment sur un autre, d'un chapitre sur un autre. Alors, c'est un rapport après avec la voie de l'écrit, mais de fait, j'ai choisi d'entamer ce texte-là par cher collègue, à savoir par une adresse explicite, décidée. Et ce cher collègue, suivant les retours de lecteurs que j'ai déjà eu la chance d'avoir, pour certains, ça parle d'emblée, une certaine diffraction du cher collègue, à savoir que ça s'incarne différemment, voire il y en a qui restent un peu en suspens. Certains à qui ça parle directement et d'autres à qui ça, dans un premier temps, l'effet inverse. D'autres collègues. Et de fait, je vais peut-être déplier un tout petit peu cette adresse. Et ensuite, en quoi, à chaque fois, ça a à voir avec la butée de l'adresse impossible. Pour le dire au plus simple, bon, j'essaye de dire les choses au plus simple. Donc, adresse impossible. Ça peut se dire d'autres manières, hein, mais adresse impossible. Donc, le cher collègue de départ, on va dire, enfin d'entrée du livre, ce sont des collègues d'Amérique centrale qui me contactent pour présenter eh bien, ce livre, Zone Frère, qui était donc paru. Alors, entre les deux, il y en a eu un autre, mais celui qui a été écrit il y a 5 ans, et publié, et signé donc. En partie, grâce à la distance et grâce à la différence de langue, je ne leur dis pas oui. C'est-à-dire qu'un certain écart se crée, un écart de conversation, si on veut. Alors je rajoute ce qui n'est pas dans le livre, à savoir qu'à ma demande, il n'y a pas eu de Skype. On s'est écrit par mail, quoi. Et je tenais à ce rythme de l'échange qui passe par l'écrit. Ça a duré 1 an à peu près. Et que donc de ne pas répondre oui, à savoir de répondre non dans les termes qui avaient été ceux de l'invitation, aussi bien était l'occasion de déplier autre chose. Et c'était nécessaire pour moi. Je veux dire, de ce côté-là, bien sûr, c'est une question qui nous intéresse, mais c'était un moment où c'était nécessaire de le faire, du fait de l'expérience d'un certain nombre de présentations dans différents lieux de ces 2 livres, Zone Frère et puis Hors Zone. Parce que ça touche à l'intime au sens de fragments qui nous concernent, on va dire, mais plus simplement parce que c'est d'écriture qu'il s'agit. Enfin, je veux dire, c'est pas thématique, c'est pas sans incidence, hein, mais voilà. Donc il y avait c'était l'occasion pour moi, voilà, de laisser se déplier cette question-là, de laisser la place à la question. C'était le moment, et puis la distance géographique contribuait. Et puis le fait que quelque chose s'est échangé. Donc la première adresse, chronologiquement, c'est ce cher collègue-là. Et cher collègue inconnu, dans le sens où on ne s'est jamais rencontré, et à ma demande, pas de trombinoscope. À savoir que c'est pas principe délibéré contre, mais ça laissait la temporalité de l'écrit, quoi, se tisser entre nous. Et puis aussi bien, d'un moment à l'autre, donc on va y aller finalement, autrement, à savoir, je ne vais pas y aller pour présenter mon livre, un livre signé, mais ça va se transformer en travail collectif, sans thème, sans autre thème que le simple fait d'avoir à travailler à plusieurs. Autrement dit, c'est la même chose que la question du trauma. La question du trauma, hein, on va dire du choc de la rencontre.
au sens structurel du trauma, on peut dire. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours des effets catastrophiques de se rencontrer. Mais il y a cette dimension-là qui passe et qui prend différentes figures. Et aussi bien, en Amérique centrale, ça engage le trauma dans ses rapports aux événements de guerre civile. Donc c'est un travail avec des cliniciens et des gens de la cité. Donc ces deux dimensions-là se nouent. Et donc le cher collègue évolue, on va dire. Il évolue de ceux qui se sont adressés à moi au départ à les chers collègues avec qui on part. On part avec 4 jeunes collègues. C'était ceux qui avaient envie, en fait, une génération d'écart. Et puis il y a les gens qu'on rencontre là-bas, qui deviennent collègues au sens large, c'est-à-dire qu'on va dire engagés dans la parole. C'est-à-dire que le cher collègue devient tout un chacun qui est engagé à un titre ou à un autre dans le fait de parler ou d'écrire. Je veux dire, c'est pas une restriction professionnelle. En tout cas, il y a un aller-retour. Alors, moi, j'ai relu hier soir, peut-être au même moment. Je me suis relue, c'est toujours une surprise de se relire soi-même. J'ai attendu le dernier moment d'ailleurs, parce qu'il y a toujours d'autres choses plus pressantes à faire que se relire soi-même, enfin en apparence. Et il y a un moment où, continuant, c'est-à-dire que les choses se construisent ensemble, ce moment clinique, il va y avoir une semaine formidable de ce côté-là, c'était très très riche, se construisent aussi à travers la déclinaison de ce cher collègue. Qui devient aussi bien cher collègue qui étiez là avant que je ne vous rencontre, avant que vous ne lisiez ce livre et que vous m'invitiez, et avant même que j'ai la moindre idée d'écrire ce livre, Zone Frère, je veux dire, le livre antécédent. Donc ça décline une autre modalité de l'adresse, sans la nommer, je sais pas, c'est à discuter, on peut la nommer de plusieurs manières, mais un déjà là, quoi. Et puis le cher collègue, donc la suite des événements traversés ensemble nous amène aussi à un moment à travailler avec, se confronter avec des collègues d'obédience non analytique. Et bien sûr, il y a des choix de construction, il y a des choix de prendre tel événement, pas tel autre. Je trouvais qu'il ne fallait pas rater ça dans le contexte qui est le nôtre. Et donc, il s'agit d'un neurophysiologiste, enfin, pas tout à fait au sens strict, mais disons quelqu'un qui se réfère à des schémas neurophysiologistes, quelqu'un qui va se référer aux schémas plus empathiques, qui sont un peu les deux, de manière schématique, les deux grands autres de la psychanalyse, dans les références ou dans les discours dominants de ce que j'appelle pas la clinique, justement. Enfin, je réserve le terme clinique pour quand le clinicien s'engage dans la construction du symptôme. Et donc il y a aussi le cher collègue, je me suis un petit peu amusée, le cher collègue empathique, cher collègue neurophysiologiste. Donc il y a cet élargissement, et qui en même temps, je veux dire, ce passage hors du champ strict, ça c'est une question à partager, ça m'intéressera, me semble une nécessité, aussi bien pour revenir sur le champ du cher collègue au sens implicite du cher collègue analyste, c'est-à-dire pas l'un sans l'autre, quoi. Et précisément pour ce qu'il est du nous, quoi. Voilà. Donc ça se décline. Oui, et donc c'est parce que j'étais partie sur le rythme qui n'est pas le rythme linéaire de la trame narrative, mais qui est ce rythme à chaque fois d'un heurt sur un point d'adresse impossible. Voilà, là aussi, suivant les moments, ça se dit de différentes manières.
et qui est à heure réelle, c'est-à-dire je fais en sorte de l'écrire dans une adresse au lecteur après coup, enfin, je veux dire après coup, dans le coup du travail de l'écriture, mais c'est aussi prendre le temps dans quelque chose qui finalement rien d'autre que de co-construire un colloque quelque part, quoi. Enfin, je veux dire, on fait ça souvent, on fait ça souvent, mais de prendre cet espace là pour ce qui nous fait de ces moments d'adresse impossible, qui structurellement nous concernent comme cliniciens. Je veux dire, nous concernent dans l'intime, donc d'une manière ou d'une autre. Donc je reprends quelques points de passage en première personne, me concerne. Et pour autant, parce que là la trame, elle est quand même c'est plutôt une affaire clinique, quoi. Et qu'aussi bien cette impossibilité de l'adresse nous concerne dans le transfert, pour le dire autrement. C'est-à-dire, les deux sont noués très, très serrés. Et autour de ça, il y a un moment de... Oui, et précisément, dans cette question d'adresse, il y a la fameuse question qui fait couler beaucoup d'encre, peut-être à juste titre, de est-ce qu'on peut faire récit clinique et comment ? Est-ce qu'on peut raconter quelque chose sur des moments de cure, voire sur des cures? Ça suscite tout de même des débats assez passionnés, voire avec des positions quasi religieuses à l'occasion. Dans un sens ou dans un autre. Il faut ou il ne faut pas. Ça met ça aussi en chantier, enfin ça me remet tout le temps en chantier, en sorte que les deux, il y a deux récits de cure, enfin de fragments de cure, hors situation analytique du cabinet classique, qui sont plus ou moins au milieu du livre. Elles sont amenées au milieu du livre. Et avec cette question poussée à laquelle on ne cesse de confronter, qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous est adressé? C'est-à-dire qu'en se posant comme analyste, enfin dans une certaine position d'adresse, là aussi ça le dit de manière extrêmement ramassée, mais à qui s'adresse ensuite cette adresse? C'est pas pour rien dans les remous, je veux dire, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et de toute façon, le noyau du trauma, il est toujours, il peut être plus ou moins sous-entendu. Donc, notamment dans des situations où il n'est pas sous-entendu parce qu'on est dans les grands traumas collectifs. Donc ça chahute plus explicitement dans le transfert, quoi. Comment ça peut s'adresser, autrement dit, comment ça peut se raconter ou pas. Puisque par définition, ce dont il s'agit, c'est ce qui ne peut pas se raconter. Donc ce qui ne peut pas se raconter vient à se construire en trauma en pouvant, à certains égards, s'adresser dans un cadre de cure. Et celui qui l'a reçu dans le cadre de cure, de quelle manière est-ce qu'il le diffracte? Et donc, les deux, si on le pose en termes logiques, on a soit on n'en parle pas, puisqu'on va trahir. Ça, c'est autre chose que la confidentialité. La confidentialité, il y a toujours manière de déplacer ça. Mais parce qu'on va trahir le noyau même de la chose, à savoir qu'il s'agit de quelque chose hors adresse. Soit on raconte une histoire, et ça édulcore complètement, et ça, je sais pas moi, ça fait de la psychanalyse de magazine. Voilà. Et l'autre voie, qui est empruntée par les uns et les autres,
c'est de raconter, enfin de faire récit de quelque chose et de l'adresser à d'autres, depuis le point où ça faisait impossibilité d'adresse, mais pour la clinicienne ou le clinicien lui-même. Et plus pour, je veux dire, c'est plus raconter, pour mon patient, il s'est passé ceci, cela, hein, mais à tel endroit. Voilà. Et en quelque sorte, c'est ce que fait le bouquin, en mettant les deux récits cliniques au centre. Ça part, c'est-à-dire que et le premier chapitre et le dernier chapitre parlent de ce, tisse, tourne autour de ce point-là hors adresse, disons. C'est-à-dire que je commence en disant je, etc. Donc ça vient à ces récits-là, et de là, ça repart sur autre chose. Voilà, ça c'est pour... Et donc il y a ce second livre dans le livre qui tourne autour, effectivement c'est des tours et des détours, quoi, qui tourne autour des butées de l'adresse et des relances de l'adresse néanmoins. C'est parfaitement contradictoire, et aussi bien c'est ce dont on ne cesse de faire l'expérience. Il y a un point de retournement à la fin du chapitre 6, quand, c'est ce que tu évoquais, Délia, c'est ce qui clôt presque, enfin il restera un chapitre, c'est ce qui clôt presque le fil narratif, à savoir cette phase d'écriture d'après le colloque. Et en fait, je suis beaucoup plus engagée dans ce que tu as lu. C'est-à-dire, j'ai bien voulu me faire porte-plume. Hein, c'est-à-dire que ça me... c'est d'un certain accord que vient un moment le souhait, on a un peu du mal à se séparer. Parce que, je suis un peu mis en scène. Mais enfin, c'est depuis ce qui arrive et qui doit parler aussi bien assez facilement. Je reviendrai sur la cartographie après, parce que la cartographie de la ville et la cartographie du rêve, évidemment, résonnaient assez fort. Vient ou émerge le vœu d'écrire, mais d'écrire pas au sens d'acte de colloque, mais d'une certaine façon, ou d'une certaine utopie, de ce qui ferait trace du nous. Parce que c'est vrai que cette autre, il y a comme ça plusieurs fils qui se tissent, et cette question du nous, quoi, très concrètement déclinée, avec ces élans et ces impasses, et est-ce que c'est de travailler à plusieurs, est-ce que ça occasionne comme perte à chacun, par exemple dans un texte qui était préalable, si on veut qu'il y ait quelque chose qui circule à plusieurs, des fois il faut en laisser tomber un bout. Ça, eh bien, émerge donc juste au moment, juste avant de se séparer, l'écriture qui probablement m'animait depuis un certain temps. Je ne suis pas tout à fait innocente dans le rapport à l'écriture. Voilà, ce qui ressort d'un commun accord, mais d'un commun accord pas très net, dont nous nous satisfaisons, à savoir que l'un de nous, c'est en l'occurrence ce sera moi-même, écrira une trame de ce parcours, voilà, construction d'un colloque, rencontre, non-rencontre, élan, question du trauma, ce que ça bouscule, et qui, dans un second temps, sera lu, élaboré ensemble. Et donc, je m'y colle. Ça prend quand même un certain nombre de mois. Et donc, c'est pas une écriture spécialement formelle, ça on l'avait laissé de côté. Donc, je participe à l'impasse. Je participe à... C'est facile de le formuler après, évidemment, comme toutes les impasses, mais se faire porte-plume pour une voix du nous, si je le dis comme ça, après coup, ça apparaît quand même comme une impasse. Prédictible, quoi. Et de fait, c'est ce qui va arriver.
à un moment où, je veux dire, ça fait choc, et violemment. C'était donc cet engagement-là d'écriture à cette période-là qui donc s'imposait. Alors, je l'ai décrit de manière assez légère, puisque un des collègues du petit groupe français est impliqué. Et quand on écrit, c'est plus intéressant on a plus de latitude à développer ce dans quoi on est impliqué que ce dans quoi l'autre est impliqué. C'est aussi l'intérêt de la clinique du clinicien, c'est qu'on peut y aller et déployer. Quoi. Mais toujours est-il qu'un des collègues est pris par son sens de la hiérarchie et, si je puis dire, démonte, sans le dire à personne, ce qui avait été tissé à plusieurs et voilà, ce qui était en cours. On découvre, enfin, cette personne me prévient finalement au dernier moment, mais c'est déjà fait, que ça s'est arrangé dans une boîte très hiérarchique et très classique. Et donc ça souffle l'écriture en cours. Souffle l'écriture en cours. De fait, je suis restée quelque temps sans pouvoir écrire. Après. Ça fait partie des risques de l'écriture. Hein, ça fait partie des risques du collectif. Hein, parce que le collectif, c'est beaucoup moins balisé que le travail en situation hiérarchique, que ce soit une hiérarchie officielle ou que ce soit une hiérarchie semi-officielle avec des grades implicites, ce qui existe aussi et ce qui marche aussi. Là, ce n'était pas le cas. On avait effectivement, pour un temps relativement limité, mais qui engageait chacun, travailler de cette manière-là. Et donc, ça, en gros, c'était une zone frère en minuscule. Voilà. J'étais invitée pour un livre qui s'appelle Zone frère avec une majuscule, et je ne me suis pas rendue à l'invitation pour parler du livre, mais pour proposer qu'on fasse zone frère. Avec les zones frères, ça ne veut pas dire l'aspect lénifiant et gentil, quoi. Hein, c'est aussi la potentialité. La férocité. La férocité, voilà. Férocité. Exactement. Donc elle est apparue à ce moment-là. Elle est apparue à ce moment-là. Donc, pas sans effet, évidemment, sur les uns les autres. Et puis, le mouvement d'écriture est revenu, mais autrement, à savoir depuis ce non-livre, dont j'ai plus de traces d'ailleurs, hein, qui était un peu plus événementiel. Hein. Il y avait des noms propres, il y avait des couleurs, il y avait des... si vous lisez toute la première partie jusqu'à ce chapitre 6, il n'y a plus de noms propres. Il y en a qui réapparaissent dans le chapitre 7, quelques-uns, mais suffisamment pour repérer les lieux. Jusqu'au chapitre 6, c'est écrit, on va dire, depuis, et ça c'était un choix d'écriture, depuis cet effet trauma, hein, qui renvoie au trauma de structure, parce que c'est dans le rapport à l'écriture. Hein, c'est pas au sens de tel ou tel aspect de telle ou telle histoire personnelle. Hein, ça renvoie, donc ça résonne évidemment avec d'autres choses, comme pour nous tous, hein, mais c'est ce qui était annoncé en fait dans le chapitre 1. Le chapitre 1 est donc écrit après le chapitre 6, si je puis dire. C'est ce qui a commencé à s'écrire, c'est le chapitre 6. Et donc à réécrire quelque chose qui a disparu, qui a été soufflé, et qui est un point d'impossible. C'est-à-dire une voix du nous, il n'y en a pas. Je veux dire, il y a des effets du nous, il y a des effets de construction, et on ne peut pas travailler sans. Et c'est un des enjeux qui nous habitent peut-être plus sans doute un peu beaucoup plus dans notre période actuelle, dans le rapport à la psychanalyse notamment. Mais pour autant, se leurrer, se laisser prendre, autrement dit croire à une certaine écriture de la zone frère, pour le dire, hein, ce qui me concernait moi, dans cette, ce qui nous a tous concernés, mais aussi bien est le point d'impossible.
C'est-à-dire qu'on fait du nous avec ce point d'impossible. Et donc c'est depuis cette prise de corps de ce point d'adresse impossible que s'écrit le chapitre 1 et ce qui s'ensuit. Voilà. Donc ça se structure comme ça, en quelque sorte malgré moi, et en quelque sorte parce que je prends au sérieux la logique d'écriture et la voie de l'écrit. C'est-à-dire que c'est pas calculé, cette cohérence-là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses très construites, je ne dis pas toutes là, mais il y en a, c'est très construit enfin. Mais c'est une construction qui ne résulte pas d'un plan préalable, c'est une construction qui se fait à mesure, ça prend 3 ans, qui se fait à mesure du fait d'une certaine rigueur dans ce rapport à l'écrit et voilà, à ce qui nous est arrivé à un certain moment. J'ai fait le même choix que pour la plupart des termes utilisés, c'est-à-dire de ne pas le traiter conceptuellement, qu'on m'a questionné directement, ce qui est nécessaire, légitime, etc. dans d'autres lieux, c'est un choix d'écriture pour cette partie-là, à savoir de le prendre dans le fil du texte et du dire, plutôt que de le définir, d'en faire usage. Ça s'entre-définit. Il y a quand même un petit passage où il y a quelques lignes. Alors c'est à quel moment? Ou en tout cas, ouais, non, c'est avant. Non, c'est avant. Il y a un moment avant où comment est-ce qu'on va s'appeler les voilà, uns les autres? Est-ce qu'on va dire confrère? Alors confrère, c'est un peu notable. Adversaire. Tu dis aussi adversaire. Oui, mais pas au même moment. Bon, donc il y a 3-4 lignes, pas plus. Parce que je choisis d'avoir la main légère, ça c'est des choix d'écriture. Et pourquoi? Voilà. D'autres termes, parce qu'il y a d'autres termes qui n'y sont pas, comme cher confrère, etc. Et en tout cas, le cher collègue ne renvoie pas à nous autres collègues analystes. On ne dit pas que les analystes sont des collègues. Collègue, c'est le mot qui permet de s'adresser à des gens qui sont embarqués. Dans la profession de santé, quoi. Ah non, qui sont embarqués dans le transfert, pour le dire, qui sont embarqués dans le transfert, et dans un certain rapport à la langue. Donc ça concerne les gens avec qui on partage quelque chose du métier, mais ça ne peut pas concerner des gens avec qui on partage quelque chose du métier. Je pourrais revenir sur le mot clinique aussi, là, qui est un choix sur les 3 livres. En tout cas, on ne peut pas partager quelque chose du métier si on ne le partage pas aussi avec des gens qui ne sont pas du métier. Mais pour autant, il y a quand même quelque chose de spécifique. Mais ce quelque chose de spécifique, on ne le partage pas comme ça entre nous collègues, quoi. Je ne le dis pas comme ça. Mais l'intuition de départ, enfin, l'intuition au travail, et j'en ai la conviction, on va dire, c'est que ça fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire, si on est entre analystes, on est entre collègues, et c'est justement pas l'entre... voilà, c'est l'entre de l'écart, quoi. Ouais, c'est ça. C'est entre une langue et une autre. Donc, ça ne répond pas exactement d'une définition, ça résulte, donc il y a ce rapport à la fonction, mais d'une possibilité de décrire un certain feuilletage d'adresses, quoi, le cher collègue. Je ne sais pas si ça répond... En tout cas, le choix du terme, à un moment, vient par rapport à ça. Vient par rapport, effectivement, sur les mots, je peux dire, il y a des choix. Et il y a peut-être des choix d'autant plus nécessaires qu'il y a très peu de concepts. Ça a été d'ailleurs dans l'expérience de traduction de Zona Hermano, un zone frère qui a été traduit. C'était un travail plus difficile pour les traducteurs, et un travail de collaboration intéressant mais pas simple, parce que c'est écrit quasi en langue courante. Et que du coup, les précisions cliniques c'est lisible dans le fil de la narration, mais il y a, rappelle-moi, des concepts en creux. C'est avec une certaine précision, pas seulement des mots prononcés, mais quand on en prononce un, il y en a qu'on choisit de ne pas prononcer. C'est-à-dire que chaque mot prononcé est gros de tous ceux qu'on n'a pas prononcés, à cet endroit-là, qu'on aurait pu et qu'on n'a pas... Donc, collègue en fait partie. Critiquable, hein, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Je peux juste répondre sur comment ça s'est fait.
Et Vous utilisez un autre mot, c'est le mot métier aussi. ouais, c'est vrai. Plutôt que profession. Quelque chose du métier, puis ça peut se décliner en partitif, le métier, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans voilà, quelque chose du métier. Et là aussi qui navigue, enfin me semble-t-il, quoi, entre il y a quelque chose de très spécifique. Et on déplace quand même quelque chose d'énorme, quoi. La psychanalyse elle doit être à la fois décriée et à la fois dans les mœurs, enfin, à la fois banalisée et à la fois attaquée. C'est quand même un truc incroyable, ces dispositifs-là. Enfin, c'est incroyable. Et qui engage sur voilà, en intensité, en extension. Enfin. Je n'ai pas répondu sur trauma. Sur trauma et traumatisme. Alors là aussi, il y a un tout petit passage dessus. Trauma et traumatisme, les deux sont à la fois des termes de la langue courante. Donc il y a aussi un autre passage là où je dis pourquoi je choisis de travailler en langue courante. Pourquoi on va travailler en langue courante en Amérique centrale, en espagnol courant, et pas en langue conceptuelle préalable. Et trauma est à la jonction. C'est trauma et traumatique. Mais déjà sur ces termes-là, c'est effectivement de la langue quotidienne. Et même un terme qui a pris une valeur particulière ces 30 dernières années, quelque chose comme ça. Il y a un excellent livre sur l'empire du traumatisme de Fassin et Reichmann qui le pointe sociologiquement avec la plus grande équité. Je crois que le livre reste d'actualité. Depuis, il y a eu d'autres rebonds événementiels, mais ils refont l'histoire sociologique, pas linguistique, sociologique du terme. Et qui là-dessus, ça ne se discute pas, je veux dire. Ça fait partie de notre trame langagière quotidienne. Et en même temps, en tant que notion clinique analytique, il y a une spécificité dans l'usage du terme. Et c'est à la jonction des deux. C'est-à-dire que l'usage commun a à la fois une fraîcheur, une ouverture, une fluidité, et en même temps collabent ensemble, pour le dire très vite, tout ce qui serait de la temporalité d'après coup. Tout ce qui serait de la temporalité d'après coup. Voilà. Dire autrement, mais il y a un effet de concentration. Oui. L'étymologie de trauma, c'est en grec, c'était on se voit pas, c'était le trou dans la barque. Après, je peux pas le trou dans la barque. Du côté du trou. Pour des Grecs, pour des Grecs, donc navigateurs. Oui. Le trou dans la barque, étymologiquement, ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de reparler de cette étymologie, puisqu'un des lieux où j'ai des attaches de travail, pour le coup, au long cours, et pas seulement de passage, c'est dans les Comores. Et dans les Comores, donc c'est la première frontière de migration de la France. C'est pas la plus médiatisée, loin s'en faut, mais il y a un enjeu de frontières cliniques assez criant. Et c'est des rencontres où il y a des liens qui se sont créés. J'étais il y a 1 an et demi, et d'amener ça, donc parce qu'il traverse en barque. Si je me lance dans l'histoire, ça va être un peu... Depuis 2005, l'amendement Balladur, ce qui était navigation séculaire, il y a 4 îles des Comores, d'une île à une île voisine, où les gens sont à la fois cousins, adversaires, on vient pour les grands mariages, on vient faire du commerce, on repart pour des affaires de rivalité, etc. Ce qui est donc un lien séculaire, est devenu passible de visa. Donc évidemment les passages ont continué, mais sont devenus illégaux, avec tout ce qui s'ensuit de catastrophes et de violences au quotidien, puisque donc les gens continuent à passer. Mais donc dans des conditions plus mauvaises, c'est-à-dire par gros temps, la nuit, donc il y a beaucoup plus de naufrages. Sinon il n'y a pas de naufrage quand on passe 2 jours et par beau temps, enfin exceptionnellement. Et donc c'est pas la seule catastrophe de population ou de peuple, mais il y a cette dimension-là, en Comores.
Donc parler du trou dans la barque, c'est pour ça que je le sais, parce que sinon j'oublie les étymologies avec beaucoup d'élan. Enfin, je les oublie pour écrire, quoi. Là, je m'en souviens à cause de cet échange avec des Comoriens. Alors, parler du trou dans la barque, ça leur faisait quelque chose, parce que là, ils en savent quelque chose du naufrage, quoi. Ils ont tous quelqu'un de leur famille qui a fait naufrage. Et à partir de là, ils en ont parlé, parce que sinon, on n'en parle pas. Alors, je développe... Ça m'a aussi donné l'occasion de... Enfin, je veux dire, le faire est une chose, dire qu'on le fait et signer, comme on a dit qu'on le fait, en est une autre. Et cette expression de voix de l'écrit qui m'est venue durant les 3 ans de rédaction de ce livre, hein, à mesure, quoi. Ça, c'est assez dimenté. Voix de l'écrit comme ce qui vient dans une certaine bascule, y compris d'ailleurs, y compris du nom. C'est-à-dire le nom entendu, pas seulement l'identité, enfin pas seulement au sens de l'état civil, quoi, mais de tout ce qui s'y rapproche. Donc il y a cet ordre-là, quelque chose de l'ordre de surgissement. Dans Zone Frère, j'avais décrit un moment hallucinatoire clinique. J'avais pris ce parti. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Quelque chose comme une hallucination clinique, enfin du clinicien, quoi. Enfin, la clinique. Ça renvoie la narratrice est dans l'avion pour aller rendre visite aux frères mauritaniens. Et j'apprends à ce moment-là que tout le dispositif qui a été organisé à distance avec la sœur, etc., patatras, il y a un mariage, des obligations de mariage, des obligations sociales, et tout est par terre. Voilà, ça fait partie des aléas du quotidien de la clinique, à vrai dire. Hein. Le voyage permet de le déplier autrement, donne accès quand même mais sinon, et on est dans l'avion, on ne peut pas demander à l'avion de faire demi-tour, enfin, il va pas accepter. Et donc, il y a une forme d'arrêt, voilà. Et puis, quelque chose sur ce frère auquel nous allions rendre visite ensemble, avec son frère. Il va toujours bien d'ailleurs depuis 5 ans. J'ai des nouvelles récemment. J'en ai une fois par an des nouvelles du frère mauritanien, de Hamza. Enfin, il va bien, il vit normalement sa folie, c'est-à-dire qu'il n'est plus enfermé, quoi. Enfin, il rentre la nuit et puis il va au village et tout ça. Et donc je le vois, alors les choses se transforment avec le temps, mais quelque chose de creusé, quoi. Donc il y a ce phénomène de surgissement. Le surgissement, là, enfin, bon, j'ai pas mal travaillé autour de ça par ailleurs, dans mes différentes périodes d'élaboration. C'est plus intéressant de décrire à un moment par son surgissement, à savoir en rupture des trames langagières préalables, que par son contenu éventuel. Le contenu plus ou moins sonorisé, plus ou moins sonorisé. Donc c'est une quasi-hallucination, à un moment clinique particulier. Et alors, ce qu'on appelle voix de l'écrit, c'est pas pour dire que c'est hallucinatoire. Encore qu'en relisant hier soir, pendant que nous relisions Zone 3 de part et d'autre, j'ai repensé à... J'ai une période ancienne, pas mal lu Flaubert et la correspondance de Flaubert, et qui parle de ce rapport et à ce qu'il appelle les hallucinations. Et j'avais un certain nombre de choses puissantes autour de ça. C'est pas pour dire que la voix de l'écrit c'est hallucinatoire. Parce que ça c'est l'assimilation facile en disant, qui est souvent fait sur Joyce par exemple, ou des plus petits, mais notamment sur lui parce que c'est une figure majuscule, en voulant
colmater comme ça, assimiler ce qui serait de l'ordre du surgissement, donc il avait des voix, donc c'est ce qu'il a dit, donc il avait des voix, donc il était fou. Ce qu'on a dit Lacan est un tout petit peu plus compliqué quand même, enfin, en tout cas un peu plus soutenu. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que il y a une fraternité de langage entre les moments de surgissement de l'écriture et le rapport à la structure qui fait qu'on s'y prête. Et ce truc un peu fou qu'on continue à s'y prêter, il n'y a pas de raison, c'est inexplicable. Il y a une sorte là de fraternité dans le rapport au langage entre c'est pas une position générale, mais ces moments-là auxquels on se dédie, en somme, et le rapport à la folie. C'est plus dans l'autre sens, je veux dire. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est pas très intéressant de dire, ça fait comme ça un peu vibrer sur le moment, éventuellement, ça met des mots un peu chargés dessus. Mais il me semble plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce rapport à un surgissement décline des choses autour du trou et du noir, quoi. Et du non nommé. Et sans adresse. Et que le travail de l'écriture est ce tissage où ça va prendre adresse. Tissage énigmatique en somme, avec l'énigme de la clinique aussi. On va s'arrêter sur cette formule que tu as eue qui est très heureuse, effectivement. Mais peut-être que tout le monde n'a pas la chance de se présenter aussi sous la forme de l'écriture. Et dans un livre où on est transfiguré d'une certaine manière par l'écriture. Et merci Patricia. Merci à la prochaine. À la prochaine.